Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Emmanuel Macron assure qu'il travaille jour et nuit pour sortir de l'impasse politique dans laquelle nous sommes. On va y revenir. Mais vous avez annoncé, vous, hier soir, saisir le Conseil constitutionnel car vous estimez que les ministres démissionnaires qui exercent aussi en tant que députés, c'est un problème démocratique pour vous, un problème institutionnel. Est-ce que c'est un nouveau coup pour déstabiliser le président ? Ce n'est pas un nouveau coup, c'est une manière de mettre un terme à une situation qui, je crois, est en violation totale de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la question justement de la séparation des pouvoirs. Pourquoi ? Vous avez des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, qui sont d'ailleurs les ministres qui ont fait basculer le vote de la présidence de l'Assemblée, mais je mets ça de côté. Mais ce sont des députés qui siègent et qui sont en même temps ministres démissionnaires, mais lorsqu'on regarde ce gouvernement démissionnaire, eh bien ce gouvernement démissionnaire ressemble de plus en plus à un gouvernement de plein exercice. Pourquoi ? Depuis le 16 juillet, il y a eu 1300 décrets arrêtés, publiés au journal officiel. Il y a un budget qui est en préparation. Il y a eu dans l'été une annonce de 500 suppressions de postes de contractuels, soit un quart des postes de contractuels de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a eu récemment, cette semaine, une conférence de presse de Nicole Belloubet qui fait de nouvelles annonces sur la rentrée qui ne correspond absolument pas aux affaires courantes. Mais c'est le principe d'un gouvernement qui gère les affaires courantes. Mathilde. Oui, enfin, il faut que vous compreniez que plus un gouvernement qui gère les affaires courantes dure, plus ce gouvernement prend des décisions politiques. Le record de la Ve République d'un gouvernement démissionnaire, c'est 9 jours. Le record de la 4e République, c'est 38 jours. Nous sommes d'ores et déjà à 45 jours avec un gouvernement qui ne peut ni être censuré, ni être contrôlé par le Parlement, ni même être interrogé par le Parlement. Mais qu'est-ce qui vous dérange ? C'est le fait qu'ils exercent aussi, qu'ils soient également députés, ou c'est uniquement le fait qu'ils prennent des décrets justement qui, selon vous, dépassent les affaires courantes ? Vous savez, dans la Constitution, un député n'a pas le droit d'être ministre en même temps. Et vous vous retrouvez par exemple avec Monsieur Attal, qui siège en conférence des présidents, qui décide de l'ordre du jour législatif de l'Assemblée, alors qu'il est toujours Premier ministre démissionnaire. Mais la situation est un peu différente lorsque un ministre est démissionnaire. Les constitutionnalistes sont d'ailleurs pas tous d'accord là-dessus. Oui, d'accord, mais plus le temps dure, plus cette situation devient ubuesque. Vous avez un président de commission, la Commission des Affaires étrangères, dont le rôle est de contrôler l'action du gouvernement, qui se retrouve aussi donc à contrôler un gouvernement dont il est lui-même membre comme ministre des Affaires européennes. Donc nous sommes dans une situation de violation totale de la séparation des pouvoirs, dont on sait depuis 3 siècles au moins, et Montesquieu, que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais Mathilde Panot, on a l'impression que vous faites cette procédure parce que vous n'avez pas encore engagé la procédure de destitution du président de la République. Est-ce que vous avez toujours l'intention de le faire ou pas ? Mais bien sûr que nous engagerons la destitution du président de la République. Même si elle semble impossible à mettre en œuvre concrètement. Vous allez le faire quand ? Vous allez le faire quand ? Alors, on va le faire très bientôt. La résolution est prête et nous sommes prêts à la proposer à l'ensemble des parlementaires en dehors du Rassemblement national et en dehors de M. Ciotti. Il faudra attendre le début de la session ou pas ? De la session de l'ouverture de l'Assemblée nationale. Alors il faut un dixième des députés, donc 58 députés, pour pouvoir déclencher la procédure. Nous l'avons en notre sein, mais j'ai entendu par exemple que Sandrine Rousseau était favorable à la destitution. Nous pourrions avoir des gens qui sont en dehors du rang des insoumis. Donc ça passe par le bureau aussi de l'Assemblée nationale avant. Résolution. Ensuite, ça va au bureau de l'Assemblée nationale, qui normalement est prévu le 11 septembre, et qui, s'il y a une majorité au bureau, permet ensuite d'aller en commission des lois. Or, le nouveau Front populaire a une majorité au bureau, et vous aurez remarqué que la semaine dernière, 4 jours après notre proposition, il y avait 44% des Français interrogés qui se disaient favorables à la destitution du président s'ils ne respectaient pas le résultat des urnes, et qu'aujourd'hui, cette semaine, nous sommes à 49%. Donc plus le temps passe, plus la pression populaire va s'accroître sur l'ensemble des parlementaires, sur ce qu'ils vont devoir faire, parce que tout le monde comprend. Mais vous avez l'impression que la présidente de l'Assemblée nationale fait traîner la possibilité pour vous de mettre en œuvre cette destitution du président de la République, très concrètement ? Parce que vous devez avoir recours à un bureau de l'Assemblée nationale qui est prévu et qui pourrait... en tout cas, il est important que ce bureau puisse avoir lieu, puisque c'est dans ce bureau que non seulement pourront être actées la procédure de destitution, mais aussi la possibilité de censurer un gouvernement qui serait autre que celui de Lucie Castet. Donc je disais 10% des députés, donc 58 députés pour la déposer, ensuite le bureau, ensuite la commission des lois, puis l'hémicycle, où si vous regardez, il faut 2 tiers des députés et il y a moins d'1 tiers des députés macronistes. Donc normalement, oui, nous pouvons réussir à destituer celui qui pose problème dans ce pays, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Celui qui pose problème, Manuel Bompard parlait la semaine dernière ici même d'un autocrate en parlant d'Emmanuel Macron. Dans sa note de blog publiée hier, Jean-Luc Mélenchon le comparait à Donald Trump, je le cite, en niant les résultats des élections comme l'avait déjà fait aux États-Unis Trump avec l'insurrection du Capitole. Macron marche à l'avant-garde de la fin du projet démocratique. Vous iriez vous aussi jusqu'à le comparer, Macron, à Donald Trump ?
Mais oui, enfin, il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Vous avez eu des élections dont tout le monde disait, dans les 27 sondages, dans tous les sondages des législatives, lorsque l'extrême droite devait arriver en tête, eh bien, dont tout le monde disait qu'au vu de la mobilisation exceptionnelle lors de ces élections, le résultat serait incontestable. Eh bien, nous sommes maintenant plus de 55 jours après les élections législatives. Et il n'y a toujours pas eu une seule reconnaissance du résultat des urnes, non seulement de la défaite d'Emmanuel Macron, mais de la nomination d'un gouvernement. Et je le dis, la semaine prochaine, il y aura la rentrée. Nous avons dans nos mesures d'urgence, évidemment, l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, l'augmentation du SMIC et des salaires, mais aussi l'école complètement et entièrement gratuite. Vous mettez un signe égal entre Emmanuel Macron et Donald Trump ? Mais sur la question de la non-reconnaissance du résultat des élections, oui, je crois que nous avons un problème similaire à celui qu'a fait Donald Trump, évidemment. Il y a eu recours à la violence. Oui, alors oui. Mais ce qui est déplorable, on est bien d'accord. Mais enfin, vous vous rendez compte que nous, c'est déplorable qu'on doive appeler avec des organisations de jeunesse le 7 septembre, donc c'est-à-dire 2 mois après les élections législatives, à devoir se mobiliser dans les rues juste pour qu'on respecte le résultat des urnes. Vous savez, quand nous sommes dans une démocratie, eh bien, c'est le vote qui permet de trancher à chaque instant quel chemin politique et quel projet politique choisit le pays. Mais si les élections ne comptent plus, qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous souhaitez toujours, en fait, c'est une démission du président de la République. C'est ce que vous nous dites à peu près. Ce que nous demandons en priorité, ce que nous préférons. Le pousser à la démission et une élection présidentielle anticipée. C'est cela votre objectif final. Notre objectif, c'est que Lucie Casté puisse gouverner. Elle aurait déjà dû, avec son gouvernement du Nouveau Front Populaire, faire l'abrogation de la réforme de la retraite, qui est haïe par l'immense majorité du peuple français. Elle aurait déjà dû augmenter les salaires alors que un nombre de millions de gens se retrouvent dans des situations de précarité qui sont indignes de la 7e puissance économique au monde. On aurait déjà dû avoir l'école réellement gratuite, notamment la cantine, alors que pour beaucoup d'enfants, c'est l'unique repas qu'ils vont avoir. Vous ne demandez pas la démission du président de la République ce matin, pour être clair. Mais nous disons que s'il ne respecte pas le résultat des urnes, et comme il dit non à Madame Casté, nous irons jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire d'utiliser un article de la Constitution. Si on ne pouvait pas l'utiliser, pourquoi le mettre dans la Constitution ? C'est l'article 68 qui permet la destitution du président de la République. S'il ne veut pas être destitué, il n'a qu'à respecter le résultat des urnes. Mathilde Panot, Emmanuel Macron est en Serbie depuis hier soir, et depuis la Serbie, il a déclaré qu'il faisait, je le cite, tout son possible jour et nuit pour aboutir à la meilleure solution pour le pays et pour trouver donc un postulant et un nouveau Premier ministre. Et c'est le nom de Bernard Cazeneuve qui circule le plus et avec insistance ces dernières heures. Est-ce que pour vous, c'est un Premier ministre qui aurait votre soutien ? Est-ce que vous voteriez une censure contre Bernard Cazeneuve ? Rappelons-le, qui a été Premier ministre de François Hollande et qui vient du Parti Socialiste. Bien sûr que nous voterions une censure contre M. Cazeneuve. Je vais vous le dire très clairement. Nous ferons des motions de censure contre tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Casté. Parce que Lucie Casté est la candidate que nous avons choisie ensemble avec le Nouveau Front Populaire. Et lorsque vous regardez l'ensemble des formations politiques du Nouveau Front Populaire, toutes ont dit qu'elles censuraient ce qui serait la continuité d'une politique macroniste et qui serait en dehors du Nouveau Front Populaire. Donc non, M. Cazeneuve ne correspond pas du tout à... Il n'est pas de gauche pour vous, il n'a jamais été de gauche. Bah écoutez, je crois que une des choses qui a fait le plus de mal à la gauche ces dernières années, c'est le quinquennat de François Hollande, qui en quelque sorte a essayé de faire croire aux gens que qu'on soit de gauche ou de droite, de toute façon, c'était les mêmes politiques qui étaient menées avec, je crois, des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc non. François Hollande qui est au sein de votre coalition d'ailleurs. Ouais. Oui, non, mais d'accord, mais ce n'est pas la candidature. Notre candidature, c'est Lucie Casté, et nous censurons tout autre gouvernement que celui de Lucie Casté. La gauche se divise maintenant sur Lucie Casté, c'est-à-dire que par exemple Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, dit qu'il faut continuer à discuter avec le président de la République pour trouver un Premier ministre venant des rangs de la gauche, certes. Et le nom de Bernard Cazeneuve, eh bien, Carole Delga l'avance. Donc, il n'y a pas d'unité aujourd'hui derrière le nom de Lucie Casté. S'il y a une unité, parce que le Parti Socialiste est dirigé par M. Faure et que Olivier Faure a dit très clairement, lors des consultations avec le président de la République, qu'il n'y aurait le soutien socialiste à un gouvernement que s'il était dirigé par Lucie Casté. Donc la parole de Carole Delga ne vaut rien. Ben, écoutez, c'est la parole de Delga à l'intérieur de son parti qui effectivement est divisé. Ça, ce n'est pas mon problème. Qui a été consulté par Emmanuel Macron. Les 4 organisations sont toutes derrière la candidature de Lucie Casté. Mais on a du mal à comprendre ce dire que la situation de blocage, en fait, pour vous, à gauche, elle persiste si jamais Lucie Casté n'est pas nommée. Le président de la République dit « je ne nommerai pas Lucie Casté ». Donc en fait, vous
dites parfois nous sommes prêts à des compromis, mais il n'y aura pas de compromis. Il n'y a pas de culture chez vous au Nouveau Front Populaire de la coalition telle qu'on peut la trouver par exemple en Allemagne. Mais il n'y aura pas cette volonté de votre part. Ce sera Lucie Castet ou rien. Oui, c'est Lucie Castet ou rien. Si vous appelez des compromis le fait de faire une alliance avec les macronistes qui ont été battus à la fois dans les élections européennes et dans les élections législatives, eh bien je le dis très clairement, ça sera jamais. Jamais nous ne ferons une alliance avec les macronistes parce que nos programmes sont antagonistes. D'un côté, vous avez une austérité très forte et nous voulons par exemple réinvestir dans les services publics. Mais ensuite, si vous dites que le compromis, c'est de faire le débat parlementaire, ce que fait chaque gouvernement. Un gouvernement arrive avec un texte et ensuite, c'est le débat parlementaire dans lequel nous trouvons des manières de faire passer les textes. Par exemple, Didier Migaud, qui vient du Parti Socialiste, son nom circule aussi. Il a été président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, premier président de la Cour des comptes. Il a présidé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce que là aussi vous dites, non, on ne le soutiendra pas, même s'il partage une partie de vos principes et de vos valeurs, non? Je crois avoir été clair, nous censurons tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet. C'est pas du sectarisme. Est-ce que c'est pas du sectarisme? Non, pourquoi je dis cela? Et que ça je dis cela défavorise l'intérêt de la France. Vous savez quel était l'argument numéro 1 d'Emmanuel Macron au départ? C'était d'expliquer qu'il ne pouvait pas nommer Lucie Castet parce qu'il y avait des insoumis dans le gouvernement. Nous l'avons pris de court avec la question qu'a posée Jean-Luc Mélenchon en disant, s'il n'y avait pas de ministre insoumis dans le gouvernement du Nouveau Front Populaire, seriez-vous d'accord pour que le Nouveau Front Populaire gouverne sur son programme? Et la réponse unanime a été non. Donc la question n'est pas le problème des insoumis, la question n'est pas un problème de personne, c'est une question de problème sur le programme que nous voulons porter. Et quelle est la garantie que nous apporte Lucie Castet? Eh bien, justement, d'appliquer le programme sur lequel nous avons toutes et tous été élus. Voilà ce qui est le respect de la parole donnée aux électrices et aux électeurs. Mais Mathilde Panot, vous nous dites censure de tout gouvernement si ce n'est pas Lucie Castet qui est première ministre. Les LR, les macronistes nous disent censure de tout gouvernement s'il y a des insoumis. On a l'impression qu'il y a une impossibilité, une impasse. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent se dire mais on a zéro solution. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'irresponsabilité politique? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas nommer Lucie Castet. C'est parce que contrairement à ce qui est dit, quand certains des groupes font les gros bras en disant qu'ils nous censuraient immédiatement, eh bien je vais vous dire, nous avons dit que la première de nos décisions serait un décret pour suspendre l'application de la réforme de la retraite à 64 ans, pour ensuite passer par le Parlement, pour abroger et annuler complètement cette réforme. Eh bien, lorsque vous êtes parlementaire, des républicains, parlementaires, macronistes, et que ce décret est pris immédiatement, que vous savez que peut-être dans 10 mois, il y aura une dissolution. Croyez-vous vraiment que vous voulez censurer immédiatement un gouvernement alors que 90, 80, 75% des gens de votre circonscription sont favorables à ce que nous proposons? Croyez-vous qu'il soit facile de censurer un gouvernement qui proposerait immédiatement l'augmentation du SMIC et une conférence sur les salaires avec les partenaires sociaux? Eh bien, je crois que le rapport de force populaire est tellement fort de notre côté qu'ils savent et que les mesures que nous prendrions sont tellement populaires qu'ils auraient du mal à nous censurer. Donc ce n'est pas vrai. Nous pouvons gouverner. Voilà ce que nous disons et c'est pourquoi nous appelons toujours Lucie Castet à Matignon, sinon Macron destitution. Ségolène Royal a fait des offres de service hier. Ça vous inspire? Mais grand bien lui fasse, mais là aussi, je le dis, je continue sur la ligne que nous tenons, c'est-à-dire celle sur laquelle nous nous sommes mis d'accord avec le Nouveau Front Populaire, qui est le programme avec Lucie Castet à Matignon. Mais Mathilde Panot, le président de la République aujourd'hui, c'est bien Emmanuel Macron, et l'article 8 de la Constitution est clair, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il faut changer la Constitution de rechef dès maintenant pour empêcher le président de la République de nommer le Premier ministre? Tout cela est impossible dans les textes et immédiatement, même si vous voulez aller vers une 6e République, il faut respecter la Constitution. Oui, la Constitution ne dit pas Emmanuel Macron nommer le Premier ministre. Non, mais la Constitution ne dit pas Emmanuel Macron choisit le Premier ministre. Il dit il nomme le Premier ministre. Ce qui, dans toute démocratie, est la personnalité qui est arrivée en tête dans la coalition au moment des législatives, et c'est le Nouveau Front Populaire qui arrive en tête. Et deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, vous regarderez quand même que la Constitution ne dit pas dans quel délai il doit nommer. Pourquoi? Parce que jamais personne n'a pensé qu'un président de la République refuserait de respecter la souveraineté populaire et refuserait de nommer le Premier ministre ou la Première ministre proposée par la coalition arrivée en tête. Ça n'est jamais... Mais parce qu'il n'y a pas de majorité évidente, ça vous ne pouvez pas le... D'accord, mais ça ce n'est pas le rôle du président de la République. Le rôle du président de la République, c'est de nommer la personnalité arrivée en tête, et ensuite c'est au rôle du chef du gouvernement... Qui doit être capable de mettre en place, en œuvre, une politique
avec une majorité. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi ne nous a-t-il pas nommés alors s'il est si persuadé que nous allions être censurés? Pourquoi ne nous a-t-il pas nommés pour ensuite que Lucie Castet soit censurée et qu'il dise passons à autre chose? Pourquoi ne le fait-il pas? Parce qu'il dit qu'il veut une stabilité, justement. Il veut s'assurer cette stabilité. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Ça, c'est le rôle du chef du gouvernement. Dans la Constitution, il doit être garant justement du bon fonctionnement, malgré tout. Il sait que nous pouvons durer sur notre programme, notamment parce que oui, il y a des majorités, par exemple, sur la taxation des super-profits, la taxation des dividendes. Et je vais vous dire, c'est urgent parce que vous avez dû voir le baromètre des enfants à la rue qui a été fait hier par l'UNICEF et la Fédération des acteurs de la solidarité, qui montre que depuis 2020, il y a une augmentation de 120% des enfants sans abri. 2043 enfants, ils étaient 967 en 2020, avec 500 d'entre eux qui ont moins de 3 ans. C'est d'une indignité totale dans la 7e puissance économique au monde. Et bien, par exemple, pour cette raison-là, pour cette urgence-là, le nouveau Front populaire doit gouverner et vite. Et nous avons largement évoqué ce sujet, effectivement, dès hier matin sur France Info. Mathilde Panot, vous restez avec nous? Toujours avec Mathilde Panot, notre invitée présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot, les recettes de l'État ont été moindres qu'espérées en 2024, seront moindres qu'espérées cette année. C'est ce que dit le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui est issu de vos rangs, de LFI, Éric Coquerel, à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre démissionnaire des Comptes publics. Éric Coquerel dit qu'il y a moins de recettes espérées, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Ça veut dire, c'est ce qu'on peut en conclure, qu'il va falloir faire des économies, même si vous arrivez au pouvoir. Alors, vous avez d'un côté ceux qui sont les chantres de l'austérité, c'est ce que propose le gouvernement actuel, 25 milliards d'euros d'économies sur 2024, 10 milliards supplémentaires sur 2025, c'est ce qu'il propose avec un budget, alors que là aussi, le fait de préparer un budget n'est pas une affaire courante, puisque c'est une affaire extrêmement politique, mais surtout, vous avez le choix entre donc cette austérité, alors que vous avez vu l'état des hôpitaux dans ce pays, de l'éducation nationale qui sont à l'os, ou vous choisissez de faire des nouvelles recettes. Et c'est ce que nous proposons dans notre programme. Nous avons un programme les impôts. Qui non seulement... oui, sur les plus riches, oui, par exemple, de rétablir un impôt de solidarité sur la fortune renforcée, de taxer les superdividendes, j'en parlais tout à l'heure, ce que le MoDem avait porté à une époque. Bref, de faire un partage des richesses pour que dans la 7e puissance économique en monde, on cesse d'être dans un océan de malheur qui est là aussi indigne de notre pays. Et je vais même vous dire, lorsque vous partagez les richesses, vous aidez l'économie du pays. Parce que on a parlé tout à l'heure, vous avez brièvement évoqué le SMIC à 1 600 €, peut-être ne le savez-vous pas, mais l'économie française est faite à 53% de la consommation populaire. Et donc, lorsqu'il n'y a plus de consommation populaire, c'est des gens qui ne vont plus au restaurant, qui ne peuvent plus aller se payer des petites vacances quelque part, qui ne peuvent plus se payer des petits plaisirs de la vie. Ce sont donc des emplois en moins, des carnets de commandes qui ne sont pas remplis. Et donc, le fait d'augmenter les salaires et de partager les richesses aide l'économie française. Mais ce SMIC à 1 600 €, on l'a aussi entendu du côté des petites entreprises ou des petits artisans aussi qui nous disent « mais oui, mais moi, le SMIC à 1 600 €, je vais avoir du mal parce que ça va augmenter mes charges, que l'énergie coûte plus cher, les cotisations, vous l'avez entendu aussi, et qu'à côté de ça, je ne vais pas pouvoir augmenter le prix de ce que je vends. Qu'est-ce que vous proposez face à cela? Parce qu'on a entendu parler de compensation, mais quelles sont ces compensations? Est-ce que l'État doit vraiment toujours compenser? Alors, à court terme, déjà, je le dis, il y a eu tellement d'exonérations qui ont été faites sur SMIC et bas salaire par les gouvernements précédents qu'à court terme, des PME, TPE gagnent au fait qu'il y ait une augmentation des salaires. Je le dis pour que ça soit très clair, il n'y a aucun problème là-dessus. Et quand vous regardez les voisins, vous avez par exemple l'Espagne qui a augmenté son salaire minimum de 54% en 6 ans, et quant à l'Allemagne, elle l'a augmenté de 36% en 6 ans, sans qu'il y ait une catastrophe économique, comme on est en train de nous l'expliquer. Donc je le dis, pourquoi est-ce que ça aide les petites et les moyennes entreprises? Parce que ça remplit le carnet de commandes. Parce que lorsque vous êtes par exemple une petite brasserie, un petit restaurant, eh bien s'il y a plus de gens qui viennent manger, parce qu'ils ont retrouvé un peu de respiration et qu'ils peuvent se faire plaisir à aller une fois de temps en temps au restaurant, eh bien vous pouvez peut-être embaucher un serveur en plus. Vous laissez entendre que c'est par principe qu'ils ne veulent pas augmenter les impôts. J'imagine qu'un chef d'entreprise, peut-être l'avez-vous été, mais je ne crois pas, ni moi, ni nous ici, savons mieux qu'eux à quel point il peut être compliqué de gérer au quotidien une affaire, une PME, un restaurant comme vous le dites, et d'augmenter les salaires quand vous demandez aux petites et aux moyennes entreprises ce qu'elles veulent, c'est remplir
remplir le carnet de commandes, pouvoir travailler. C'est ça qui permet de faire. Je ne dis pas du tout que les petits patrons ne veulent pas augmenter leurs salariés. Je ne le dis pas du tout. Je dis qu'il est possible de le faire. Et nous avons parlé à plusieurs reprises d'une caisse de péréquation pour aider à payer les cotisations entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. C'est l'État qui abonderait. Non, les grandes entreprises qui abonderaient cette caisse de péréquation. C'est une des choses que nous proposons pour aider les petites et moyennes entreprises. Mais je le redis, elles ont entièrement intérêt à faire en sorte qu'on augmente les salaires dans ce pays et que les gens puissent mieux vivre. On a donc abordé la question du SMIC qui fait partie de votre programme. Il y a également dans votre programme l'abrogation de la réforme des retraites. Sur le sujet, il y a peut-être un compromis puisque François Bayrou a lui-même estimé sur France Info en début de semaine que il était peut-être possible de trouver un nouveau compromis, d'avoir de nouvelles discussions sans forcément abroger cette réforme des retraites. Est-ce que vous estimez que c'est un pas vers vous ? Bon, peut-être, c'est bien que M. Bayrou dise ça, mais je veux quand même que vous réalisiez que dans la dernière mandature, déjà dans la configuration précédente de l'Assemblée, la réforme de la retraite à 64 ans allait être battue. Personne n'a jamais voté pour cette réforme de la retraite à 64 ans. Non mais là, de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux, est-ce que ça vous intéresserait ? Non mais d'accord, oui. Alors moi, bien sûr, nous discuterons avec les partenaires sociaux, mais quand même, je veux que vous réalisiez que la réforme des retraites et l'ensemble des réformes faites sur l'assurance chômage ont été faites contre l'ensemble des partenaires sociaux. Donc c'est intéressant maintenant qu'ils ont perdu. Aucune main tendue. Mais non, mais c'est pas ça. Mais vous comprenez qu'il y a un problème au fait que... Dans l'intérêt de la France, il ne peut pas y avoir cette entente-là. Les Français qui nous écoutent se disent, à la limite... Mais pour abroger la réforme de la retraite, il y aura un accord avec, par exemple, les députés de Lyotte, certains des députés LR qui voulaient voter contre. Mais donc c'est tout votre programme avec votre programme. Mais oui, et à partir de là, il y aura un débat parlementaire et on verra ce que donne le débat parlementaire. Mais vous comprenez que là, nous sommes sur un marqueur énorme avec 2 ans de vie volés aux Français, 93% des actifs qui étaient contre, et que c'est un peu simple, lorsqu'on a perdu, de dire finalement n'abrogez pas tout. Eh bien si, nous allons annuler cette réforme de la retraite. Panot, parce que vous me disiez c'est avec Lucie Castet, mais d'autres noms circulent à gauche, Johanna Roland, la maire PS de Nantes, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Benoît Hamon, c'est un nom qui est avancé aussi par Carole Delga. Tous ces noms-là, vous les balayez également. Que ce soit clair. Oui, c'est clair. Oui, voilà, c'est clair. D'accord. Je l'ai dit. Même nous avons une candidature commune. Elle s'appelle Lucie Castet. Lucie Castet, point barre. Et peut-être un dernier point de compromis, puisqu'on voit émerger un débat depuis quelques jours sur la proportionnelle, le scrutin à la proportionnelle. Peut-être une sortie de crise, puisque on ne sait jamais si Emmanuel Macron vous promettait une loi sur le sujet. Est-ce que ça vous permettrait de peut-être vous dire... on accepte un ministre de centre droit si on nous permet justement une loi sur la proportionnelle et de nous donner plus de pouvoir à l'Assemblée. Alors si la question c'est de savoir si on acceptera un autre gouvernement, non. Mais sur la question de la proportionnelle, nous avions nous-mêmes, et c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait fait, proposé une proposition de loi sur la proportionnelle, notamment avec où nous sommes d'accord avec le MoDem sur cette question-là, pour une proportionnelle intégrale. À l'époque, on l'avait fait type 86 sur le mode des départements. Bon, tout ça peut être discuté, mais nous sommes très favorable à la proportionnelle aux élections. Et je le dis, dans la précédente mandature, nous aurions voté pour. Et dans cette mandature, lorsque nous gouvernerons, nous le ferons. Mathilde Panot, très rapidement, Emmanuel Macron a déclaré hier assumer totalement l'octroi de la nationalité française au patron de Telegram, Pavel Durov. Pavel Durov qui a été placé, vous le savez, sous contrôle judiciaire après 4 jours de détention à Paris. Il dit que c'est une naturalisation pour des femmes et des hommes qui font l'effort d'apprendre la langue française. Je cite le président, qui rayonne dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec le président de la République, sur cet octroi de la nationalité française à Pavel Durov ? Oui, je n'ai aucune polémique à faire sur cette question. Eh bien merci Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, d'avoir été l'invitée de ce 8h30 France Info. Merci Benjamin, très bonne journée. L'info continue sur France Info.